Mon PC aujourd'hui commence à avoir des perfs assez affreuses dans les jeux récents, et j'ai remarqué un truc, c'est que 80% de ces jeux sont faits sur Unreal Engine 5. Clairement, il y a un problème avec ce moteur. En fait, j'ai beaucoup de critiques à faire sur Unreal Engine, comme le ghosting omniprésent par exemple. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande le créateur de contenu Threat Interactive. Là, je critique le moteur, mais je vois déjà des gens arriver pour me dire que j'ai aucune crédibilité à ça. Et ces gens auraient bien raison en réalité. C'est donc pour ça que j'ai décidé de coder mon propre moteur. Bon, en réalité, c'était déjà une idée qui me trottait dans la tête depuis déjà un petit bout de temps. Faut savoir que des projets graphiques du genre, j'en ai déjà fait quelques-uns par le passé, comme par exemple ce shader Minecraft. J'ai dit tout à l'heure que j'allais faire un moteur de jeu comparable à Unreal Engine. Bon bah, en réalité, j'ai un petit peu menti. Parce que la partie qui m'intéresse, moi, c'est uniquement les graphismes. C'est pour ça que je vais faire ce qu'on appelle un moteur de rasterisation. Alors oui, c'est un mot qui est un petit peu barbare, mais c'est assez simple à comprendre en fait. La rasterisation, c'est la technologie utilisée par nos ordinateurs pour pouvoir afficher de la 3D. Nos cartes graphiques sont optimisées pour cette technologie et sont stupidement efficaces pour ça. Et c'est pour cette raison que tous nos jeux vidéo font leur rendu avec ça. La rasterisation, en théorie, c'est assez simple. On définit 3 points affichés quelque part sur l'écran pour former un triangle, on les envoie à la carte graphique, et elle s'occupe de faire le calcul pour pouvoir afficher ce triangle à l'écran. Puis avec beaucoup de triangles et des maths, on peut finir par arriver à construire des vrais modèles 3D. Pour mon moteur, il me faudra un back-end pour pouvoir communiquer avec la carte graphique. Pour ça, quelques choix s'offrent à moi. DirectX, OpenGL, Vulkan ou Metal. Pour mon projet, je vais utiliser OpenGL, qui est connu comme étant une bibliothèque non seulement disponible sur énormément de supports, donc avec une superbe compatibilité, mais en plus de ça, elle est très simple à prendre en main. En termes de langage de programmation, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à moi, donc que ce soit le C ou le C++, mais j'ai décidé plutôt de m'orienter vers le Zig. Donc le Zig, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est un langage assez nouveau, bas niveau, comparable au C, mais avec des features très modernes. Et c'est un langage avec une communauté qui ne cesse de grandir, et c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer pour ce projet. La première tâche quand on commence un moteur de rasterisation, c'est évidemment d'afficher un triangle à l'écran. Premièrement, il faut savoir que pour faire le rendu d'une image, il faut suivre ce qu'on appelle la pipeline graphique. C'est une série relativement complexe de procédures à effectuer pour pouvoir faire le rendu de notre scène 3D sur un écran 2D. Mais nous, on ne va s'intéresser qu'à deux des éléments de cette pipeline, à savoir le vertex shader et le fragment shader. Un shader, pour faire court, c'est un programme qui va s'exécuter sur la carte graphique. Le vertex shader contrôle toutes les informations des points des triangles auxquels j'ai parlé tout à l'heure, qu'en réalité on appelle des vertex. C'est grâce à ce même vertex shader qu'on peut avoir des feuillages qui bougent au vent de Minecraft par exemple, avec un mouvement spécifique des vertex qui sera calculé à cette étape-là. Le fragment shader, lui, grossièrement, ce rôle c'est de donner la couleur qu'on veut à chaque pixel. C'est là que la magie opère en fait. Mon vertex shader sera hyper simple. Je vais me contenter très simplement de récupérer la position des vertex depuis le processeur, et je vais très simplement dire à la carte graphique d'interpréter cette variable comme étant la position des vertex, sans effectuer aucun calcul supplémentaire. Mon fragment shader sera encore plus simple. Je vais juste définir la couleur de sortie comme étant du blanc. Voici donc le magnifique triangle qu'on obtient, après seulement 3 minutes de vidéo. Je vous promets que le reste va aller plus vite. Pour pouvoir maintenant passer à la 3D, je vais devoir définir des vertex manuellement pour former une pyramide. Puis, il suffit de faire le rendu, et oui, je sais, c'est assez décevant. La raison à cette déception est assez simple. Là, tout ce qu'on fait, c'est définir des points affichés à des coordonnées précises de l'écran. Mais nous, ce qu'on veut, c'est définir des points qui correspondent à des coordonnées précises dans un espace 3D. Et pour pouvoir passer de l'un à l'autre, on va avoir besoin d'un peu de maths. Tout d'abord, il faut définir quel type de projection on veut, orthographique ou perspective. Dans une projection en perspective, les éléments qui sont loin apparaissent plus petits, ce qui n'est pas le cas de la projection orthographique, où peu importe la distance d'un objet, il apparaîtra toujours à la même taille. Les coordonnées des vertex, on peut les interpréter comme des vecteurs, ce qui veut dire qu'on peut les multiplier avec des matrices pour effectuer des transformations. Donc, dans notre cas, on aura besoin de 3 matrices pour transformer nos vertex. Premièrement, une matrice de projection, qui comme son nom l'indique, va nous permettre d'obtenir une projection de la scène, dans notre cas, une projection en perspective. Ensuite, une matrice de vue, qui nous permettra de définir précisément ce que la caméra doit voir, et finalement, une matrice qu'on dit de modèle. Chaque modèle 3D aura sa matrice qui correspondra aux transformations qu'on fait subir au modèle, comme la rotation, le déplacement et autres. Dans notre cas, on utilisera ce qu'on appelle une matrice d'identité. C'est une matrice qui, quand on la multiplie, ne change pas le résultat. C'est l'équivalent de multiplier un nombre par 1 par exemple. Ensuite, on multiplie nos vertex avec ces matrices dans le vertex shader, et normalement, je devrais pouvoir obtenir mon rendu 3D. En plus de ça, je vais pouvoir définir une matrice de rotation qui va venir itérativement venir se multiplier à la matrice du modèle, le résultat attendu étant une pyramide qui tourne sur elle-même. On peut même lui rajouter une texture si on veut, il suffit juste de l'envoyer à la carte graphique pour qu'elle puisse faire son travail. Pour pouvoir rajouter une caméra, là aussi il s'agit d'un petit peu de maths. Comme vous le voyez dans la fonction process_keyboard, on va simplement modifier la position de la caméra selon les touches pressées de la même manière avec la direction du regard et le mouvement horizontal et vertical de la souris. De ces paramètres-là, on peut en déterminer une nouvelle matrice de vue. Avec seulement ça, on a maintenant une caméra contrôlable fonctionnelle. Une pyramide de 6 triangles, c'est sympa.
Mais si je veux avoir des modèles de plusieurs milliers de vertex dans mon moteur, ça va être assez complexe de les écrire à la main. C'est pour ça qu'il existe des formats de fichiers qui stockent toutes ces infos. J'ai donc choisi parmi tous ces formats le format OBJ. Voici à quoi ça ressemble. Les nombres après le V, c'est ici ce qui définit les coordonnées des points du modèle. Tout ce qui est dans le VT et VN, ça définit d'autres trucs que je ne vais pas détailler ici. Puis ensuite, en F, on a tout ce qui concerne les triangles en tant que tels. Chaque ligne en F définit un triangle avec 3 points, dont chaque point est décrit par l'index dans les listes juste au-dessus. Par exemple, le premier triangle sera défini par ces 3 vertex, dont le premier, ses coordonnées sont à l'index 1 dans la liste des coordonnées définies plus haut, puis le second vertex à l'index 2, et le troisième à l'index 3. Après avoir récupéré toutes les infos de ces fichiers, je vous présente donc Dust 2 tournant entièrement dans mon moteur. Bon, en réalité, j'ai un petit peu triché. On pourrait s'attendre à ce que chaque objet ait sa propre texture qui lui soit propre, mais en réalité j'ai utilisé Blender pour convertir toutes les textures de la map en une seule qui ressemble à ça, pour que ce soit plus facile pour moi à implémenter. Si vous avez l'œil, vous aurez remarqué qu'il ne s'agit pas d'un simple texture canvas, qui est censé ressembler à peu près à ça dans Minecraft par exemple. Et je vous garde l'explication du pourquoi du comment pour le prochain devlog du moteur, car oui, j'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin, et je vais clairement pas m'arrêter là. J'ai d'ailleurs déjà tout le contenu qu'il me faut pour faire un épisode 2, alors abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Si vous avez donné envie de vous lancer dans un projet du même style, je vous encourage vraiment à vous lancer dedans, c'est hyper enrichissant et beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire en fait. Tout ça grâce à une gigantesque communauté. Je vous conseillerais de commencer votre aventure avec learnopengl.com, qui m'a été personnellement une ressource très utile. Sur ce, à la prochaine!